Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette interview au sein du Presse Club de France. Nous allons nous intéresser à un sujet qui doit faire l'actualité. Pourquoi? Parce que c'est la création d'une entreprise, c'est la création d'une entreprise de médias. Et donc, dans le contexte actuel, il est important de voir que malgré un environnement chahuté, incertain, il y a effectivement des initiatives qui sont prises pour apporter ce qui nous manque dans un univers justement un peu chaotique, l'information, et faire en sorte qu'avec la technologie, on puisse avoir des offres nouvelles qui répondent à des besoins d'information d'un public extrêmement large. Alors, on a le plaisir pour cette séquence d'accueillir, alors je vais le faire dans un ordre non protocolaire mais tout à fait linéaire, Delphine Sabatier qui est journaliste, présentatrice de l'émission Smart Tech qui est consacrée à l'innovation, mais même si on verra que l'innovation elle est forcément présente un peu partout à l'antenne, Stéphane Soumier qui est donc le président de Bismart. Bismart qui est donc cette chaîne nouvellement créée, accompagné à côté de lui de Jean-Marc Sylvestre qui présente Small is Smart, justement une entreprise une émission consacrée aux petites moyennes entreprises. C'est important d'avoir cette présentation parce que vous avez chacun des parcours dans l'audiovisuel, vous aviez des expériences extrêmement variées et vous avez fait le choix de rejoindre ce projet. Et donc je vais donner la parole à l'heureux papa, celui qui a conçu ce projet à l'origine. On a été trois à le concevoir. Trois, mais c'est très moderne. Stéphane Soumier, pour justement dire, voilà, qu'est-ce qui fait que dans cette année 2020, on va créer un nouveau média qui va parler d'entreprise, d'économie? Alors, pour être très franc, il était créé avant le Covid. Je dois dire que je ne suis pas tout à fait sûr qu'on aurait pu le créer post-Covid. Ça, voilà. Heureusement, on avait tout bouclé avant le confinement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a créé ce média? C'est qu'on estime qu'il y a une place. Et surtout, alors moi je vais parler que de ça finalement, et dans un presse club c'est très très intéressant, et surtout une rentabilité. Le sujet pour moi très très important de la presse aujourd'hui, et particulièrement sur l'audiovisuel, c'est qu'on a un bruit médiatique qui est focalisé sur les audiences. C'est très simple, enfin très simple, assez simple d'acheter une audience. Avoir la rentabilité aujourd'hui d'un programme audiovisuel, voilà, ça c'est un sujet. En fait, c'est ce qu'on avait connu avec les sites internet, c'est-à-dire qu'un peu comme dans une boutique, il y a beaucoup de gens qui viennent dans la boutique, mais ce ne sont pas des clients. Et les clients, c'est quand même ce qui fait vivre le commerce. C'est un petit peu le sujet. Donc on estimait qu'il y avait une place en termes de... Enfin, il y avait un besoin d'information, moi que j'ai identifié assez clairement dans l'ensemble des contacts, au fil des années que j'ai pu avoir avec des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise, une information très spécialisée, quelque chose en fait comme une presse professionnelle audiovisuelle qui serait multisecteur. C'est un petit peu comme ça que je peux le définir, mais la presse pro m'intéresse beaucoup. La transition audiovisuelle de la presse pro n'est pas faite, donc on peut travailler là-dessus, voilà, d'un côté. Et puis, d'un autre côté, une possibilité en allant chercher des annonceurs qui sont des acteurs qui n'ont pas l'habitude de la télévision, mais comme ils regardent le monde tel qu'il est, aimeraient bien avoir une offre qui leur convienne et qui leur corresponde, qu'on pouvait avoir aussi des annonceurs et des partenaires qui rendent ce projet rentable. Voilà. Alors, ça s'est fait un peu comme souvent des créations, en grande partie quand même par accident, par sérendipité, en avançant à droite à gauche, en faisant des rencontres, et notamment une rencontre, là aussi, je lui rends hommage, puisque maintenant il n'est plus d'ailleurs à la tête de CMI France, mais Denis Oliven a été pour beaucoup, donc CMI, Czech Media Invest est notre actionnaire principal, et il a été pour beaucoup dans la maturation et la création de ce projet. Et puis, voilà. Alors, la chaîne, où est-ce qu'on la trouve? Comment a été composée la grille? Alors, où est-ce qu'on la trouve? Partout, absolument partout. On n'a pas la prétention de penser que, moi par exemple, mon émission est diffusée à 19h30, celle de Delphine à 12h30, je ne dis pas de bêtises, Delphine, ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, ça a un peu changé, mais c'est pas grave. On n'a pas la prétention de penser qu'on va se mettre devant la télévision pour l'allumer, pour regarder Delphine ou pour regarder Stéphane Soumier. Donc notre sentiment, c'est qu'elle est massivement consommée en délinéarisé. De toute façon, c'est notre modèle. C'est, je pense, le modèle aujourd'hui globalement de la télévision au sens large, même en ce qui concerne
les contenus qui ne sont pas des contenus d'information, mais il y a quand même nécessité pour nos annonceurs d'un broadcast et donc d'une diffusion live, comme on peut le faire maintenant. Et donc elle est diffusée sur toutes les plateformes des opérateurs, sauf sur la plateforme d'SFR, et elle est reprise par CanalSat, et elle est évidemment diffusée sur notre site web, bismart.fr, et en podcast sur toutes les plateformes, enfin Apple, Deezer, Spotify, les principales plateformes podcast donc, qui reprennent les émissions. Voilà. Quand on fait sa grille, justement la délinéarisation, c'est-à-dire le fait qu'on ne va pas consommer devant à une heure fixe et selon un timing qui est, allait dire, maîtrisé par la direction de l'antenne, puisque c'est elle qui va tenir l'agenda, c'est le consommateur qui va picorer, aller chercher son information. Comment on arrive à composer une grille, sachant qu'effectivement on se doute qu'il y a des exercices imposés, voilà, c'est un peu le patinage artistique, il y a des exercices imposés et puis des numéros libres. En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a fait au départ, et alors pour le coup c'est vraiment sans doute la démonstration, la meilleure démonstration de ce qu'on dit beaucoup partout, le Covid ne change pas grand-chose, c'est une accélération de tendance. Le monde d'après, c'est finalement le monde d'avant avec des lignes de force qui s'accélèrent. Et en fait, les choix, nous, qu'on avait faits, donc qui sont des verticales, sur l'emploi, sur la tech, sur l'impact et sur les PME, la parole à toutes les entreprises et particulièrement aux PME, ces choix-là se révèlent en fait particulièrement pertinents dans le monde de l'après-Covid. Très franchement, c'est un coup de bol. Voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ces choix qui sont des choix forts, qui correspondent à notre idée, à l'idée de partenaires qu'on va pouvoir trouver pour nous aider à rentabiliser l'ensemble de ces choix, et puis qui sont les choix importants de la société française, après, il suffit de faire un patchwork. Globalement, franchement, c'est pas très compliqué. Non, il y a un élément sur lequel on a un peu tâtonné, c'est notre matinale, parce qu'on n'a pas encore les moyens d'avoir une information chaude. Ça viendra, mais on n'en a pas encore les moyens. Et encore une fois, on veut absolument travailler la rentabilité. Donc au départ, on avait fait une matinale sans information. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et puis, on a eu la chance de pouvoir signer un partenariat avec CNBC, notre modèle, la grande chaîne d'information économique américaine, qui nous permet en fait d'avoir une matinale très originale. C'est une création extraordinaire, faite par une journaliste formidable qui s'appelle Margot Haddad, qui est une émission en français et en anglais, une émission bilingue. Il faut aller la voir pour comprendre comment elle fait. Notre sujet, c'est d'ailleurs, quand elle va être en vacances, ça va être compliqué que quelqu'un d'autre le fasse à sa place, tellement c'est exceptionnel. Et donc, ça nous donne en fait ce contact avec l'information chaude grâce à CNBC, et en plus une information qui est une information internationale, mondiale. Et voilà, là, pour le coup, on remplit une case qui n'existe absolument nulle part ailleurs. Alors, avec Delphine et Jean-Marc, on reviendra sur ces verticales. Un mot qui a été, vous avez prononcé très tôt, la notion du modèle économique, de sa rentabilité. Très important. Il y avait, alors pas une fatalité, mais disons qu'il n'y a pas une grande tradition française de rentabilité des médias, de presse écrite, audiovisuelle. Qu'est-ce qui a été introduit dès l'origine dans le modèle pour se prémunir contre ce risque de non-rentabilité? L'idée, c'est que dès le départ, notre sujet, c'est il va falloir qu'on trouve des partenaires, partenaires de sponsoring classique de programmes, qui ne sont pas déjà sursollicités. Donc, il faut qu'on aille chercher des entreprises de taille intermédiaire, par exemple, mais pour récupérer ces entreprises de taille intermédiaire, il faut qu'on ait des coûts de production qui correspondent à l'offre qu'on peut leur faire et elles, aux tickets qu'ils peuvent acheter. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc, tout en fait part de là. Et ensuite, quand on a une thématique, j'en sais rien, sur, par exemple, le travail, qu'on va voir une entreprise comme, ça a été un de nos premiers partenaires, une entreprise comme Manutan, par exemple, entreprise de taille intermédiaire formidable, qui est frontale face à Amazon sur l'ensemble du B2B. Et sur l'ensemble de l'équipement de bureau, l'ensemble de ce dont on peut avoir besoin en termes justement de vêtements de travail, alors là pour le coup masque, bref. Voilà. Cette entreprise-là, elle est ravie de s'associer à nous pour un ticket finalement assez réduit et pour faire une émission sur la façon dont l'ensemble de notre environnement de travail est appelé à se transformer. Ça veut dire qu'on parle plus de parrainage d'émissions que d'annonceurs qui seraient sur des séquences publicitaires classiques. Alors ça arrive aussi, bien sûr. Mais ça, si vous voulez, alors oui, évidemment, c'est une des jambes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Mais
pour nous, le vrai sujet, c'est d'avoir des programmes qui correspondent à un désir d'information spécifique des cadres, des dirigeants d'entreprise, et qui puissent donc trouver des partenaires qui ont envie de s'adresser à ces cibles-là. Et comment on fait pour pas tomber dans le public rédactionnel, dans le magazine? Non, mais comment on fait pour... c'est un écueil, parce que c'est un... Non, non, ça c'est super simple parce que ça intéresse personne. On a par exemple un partenaire comme Cegid. On va vous dire, on va faire un truc sur... Donc une SS2I spécialisée sur les métiers... Pas SS2I, éditeur de logiciel. Éditeur logiciel avec justement des logiciels métiers en comptabilité. Exactement, ils ont démarré, la boîte de Jean-Michel Aulas, ils ont démarré pour les comptables et puis maintenant ils s'étendent de plus en plus. Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'on porte la question de la digitalisation des boîtes, de la digitalisation des PME. Après, jamais on va dire que la solution de Cegid est meilleure que celle de Talentia ou meilleure que celle de Sage ou meilleure que celle... Vous voyez, c'est pas notre sujet, c'est pas leur sujet. Ça intéresse personne, ça, en fait. Si, voilà, le brand content basique, c'est ennuyeux à faire, c'est ennuyeux à regarder, et je crois que ça n'a d'intérêt pour personne. Ça pourrait être une tentation de la personne qui, en plus, n'a pas forcément une culture de la relation aux médias, et donc dans une logique plus d'achat d'espace que de... Alors là, le sujet aussi, et c'est pour ça que c'est un modèle particulier qui fonctionne. On a tous quand même, enfin Jean-Marc Sylvestre, vous lui dites pas quand même quelle question il doit poser, vous voyez. Non, il a passé l'âge. Moi aussi, Delphine aussi. Voilà. Non, voilà. C'est donc, non, vous inquiétez pas. C'est pas intéressant. Si vous voulez, alors c'est un concept que j'ai beaucoup développé là, qui s'appelle la start-up de vieux. Ouais, hein, c'est pas mal. Hein. Vous faites pas ça à 55 ans pour vous faire chier, quoi, pour le dire brutalement, vous voyez. Non, on a passé l'âge de... Justement, on a fait tout ça pour être totalement libre. Totalement libre. Et vraiment pour faire... Enfin bon, regardez la chaîne, vous y verrez un ton que vous verrez nulle part ailleurs. C'est surtout pas dans mon esprit une critique des autres, hein, non, pas non, du tout. Mais simplement, comme on est sur des enjeux qui sont vraiment pour l'instant des enjeux naissants, on peut vraiment installer un ton qui est totalement différent. Voilà. Et c'est ça qu'on a envie de faire, quoi. Alors Delphine, justement, comment est-ce qu'on oriente son écriture, on modifie son écriture pour changer de ton, puisqu'il s'agit justement d'offrir un ton différent, pour parler de tech, d'innovation, qui est un domaine, effectivement, en plus ça évolue, il n'y a pas de certitude, puisque effectivement, tant dans les technologies que dans les modèles, ils sont en train de s'écrire. Comment est-ce qu'on conçoit un programme sur ce sujet? Alors, je dois dire que dans le PAF, on n'était pas très ennuyé par la concurrence. Hein. Sur la tech, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai toujours été dans mon parcours dans une projection qui est à la fois un mélange de passion et de réflexion sur l'innovation. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans des magazines comme Sciences et Vie Micro. Sciences et Vie Micro, c'était vraiment un positionnement de... on se projette sur les nouveaux usages, la transformation de la société. On était très en avance sans doute sur notre temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus tendance. Mais pour autant, il n'y a pas beaucoup d'espace aujourd'hui en télé qui adresse ces sujets, en tout cas pour les rendre intelligibles et compréhensibles auprès de tous. Parce que quand Stéphane dit on parle aux dirigeants, aux décideurs, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément des dirigeants et des décideurs de la tech. Donc il faut aussi être assez grand public pour expliquer ces sujets-là. Ensuite, c'est vrai que dans le PAF, on avait beaucoup de B2B sur la tech. Ou alors des projections très futuristes, ou alors très conso. Il n'y avait pas d'espace de ce qu'on fait et qui me semble important, qui est plutôt une sorte de c'est dans l'air, si je devais donner une comparaison pour l'expliquer très rapidement, l'émission Smart Tech, une sorte de c'est dans l'air du numérique. Et moi, j'étais très surprise et vraiment agréablement surprise par tous les intervenants qui viennent en plateau. Le deal, c'est justement de leur dire, vous ne venez pas parler de votre boîte et vos produits, tout ça, en fait, on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est avoir votre expertise et que vous partagiez ce que vous faites au quotidien, ce que vous savez. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils font. Ce sont des gens qui sont à la fois spécialistes et experts, mais ils viennent parler d'un sujet, ils ne viennent pas parler d'un produit. Et donc, du coup, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça simplifie totalement la ligne éditoriale. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément une actualité, un produit à sortir, une édition à vendre, ils ont une expertise et qui va venir éclairer un événement que vous aurez ça, c'est vraiment le cœur de l'émission, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le débat, qui n'est pas un débat pour-contre, foire d'empoigne, hein, c'est plutôt un débat de réflexion sur une thématique. Il y a quand même une partie actu aussi, ça c'est important de suivre l'actualité des technologies, où là je suis sur un format où je choisis chaque jour
une actu en particulier qui va être développée à travers une interview en face à face. Donc là, ça peut être une personne qui développe, je ne sais pas, un nouveau sujet. Là, par exemple, ce matin, ce n'est pas forcément des produits. Typiquement, ce matin, j'avais une personne qui fait partie de Mission Publique et qui porte le débat citoyen qui va avoir lieu sur l'avenir d'Internet samedi. Bon, c'est une actualité, on l'a traité en ouverture. Ensuite, il y a ce débat. Et le troisième temps est plus un temps prospectif où là, on va dans des labos, on va voir des chercheurs, on va voir sur quoi aujourd'hui on travaille pour transformer la société de demain avec l'innovation, avec les technologies. Donc, vous voyez, c'est très ouvert. Donc, ça permet à la fois de parler des produits, de donner du sens à ce qui se passe sur le numérique et de l'actualité. Jean-Marc, sur cette thématique des PME, petites moyennes entreprises, Stéphane l'a dit, c'est une population qui est effectivement pas forcément traitée régulièrement par des médias mainstream. C'est un terrain de découverte également? Ah bah pour moi, c'était un terrain de découverte parce que j'ai passé ma vie avec les entreprises du CAC 40. Alors, mais c'est vrai que quand on m'a parlé de ce projet, je suis un peu comme Stéphane. C'est-à-dire quand j'ai quitté TF1, je n'avais pas l'intention précise de travailler. Je sais que le lait voulait que je recommence, mais non. Et j'ai essayé de faire des choses que je ne faisais pas avant et d'inventer des trucs. Alors j'avais inventé les sagas qu'on a fait sur BFM, on en a fait 12, avec un modèle économique un peu particulier, mais ça fonctionnait et j'en suis très fier de ça. Stéphane le sait, j'ai essayé d'amener des chefs d'entreprise comme journalistes à la télévision, comme commentateurs d'autre chose que de leur actualité propre. C'était l'idée de Comex, là, vous savez. Avec mais Franck. est-ce que ça, justement, ces interventions de dirigeants, est-ce que c'est un métier d'être journaliste? C'est un peu la question qui va se poser. Alors, parce je vais vous dire. Est-ce qu'un observateur est un bon commentateur, est légitime? Je vais vous dire les leçons que j'en tire. On a fait ça pendant 2 ans, on s'est beaucoup amusé, ça a plutôt assez bien marché. J'en ai tiré 2 leçons. La première, c'est que j'ai réussi à apprendre à 2 ou 3 chefs d'entreprise que visiblement ils n'étaient pas faits pour ce métier, et ça les a rendus beaucoup plus humbles par rapport au regard qu'ils avaient sur notre métier. Puis la deuxième quand même, c'est qu'on a pu avoir un certain nombre de lectures. Je pense par exemple, je le dis sans aucune forfanterie, mais tout le débat de la RSE, par exemple, puisqu'on avait les auteurs de la RSE, très souvent Nicole Notat, Franck Ribot et tout ça. Donc on l'a poussé un peu ici et là. C'était difficile à pousser dans une émission classique, quoi, parce qu'elle passe, il y a l'actualité. Donc voilà. Alors moi je suis parti après, et puis quand Fred Heinreich m'a parlé de donc un des papas du projet des Smart. Donc il faut peut-être donner les 3. Qui est la troisième. Voilà, c'est ça. Voilà. Sur l'idée de faire des PME, je me suis dit oui, pourquoi pas, c'est intéressant, c'est bien. Parce que quand je dis que je ne les connais pas, c'est pas vrai, parce que je connais bien le CJD, je connais bien tout cet univers-là. Mais ce sont quand même des gens qui n'ont pas les moyens, évidemment, de faire de la communication, qui n'ont parfois pas la motivation pour la faire, enfin une motivation noble. Ils ont sans doute la motivation de faire mousser leur ego personnel, ou choses comme ça, mais en général ça se termine très mal. Et puis ils n'ont pas non plus le savoir-faire, ils n'ont pas les codes pour ça. Donc l'idée c'était de leur permettre, de leur offrir, je dis bien de leur offrir, un petit espace relativement court, relativement bref, dans lequel ils vont pouvoir expliquer ce qu'ils font, d'où qu'ils viennent et où ils veulent aller. En gros, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours été intéressé par cette idée, comment on devient patron d'entreprise. C'est peut-être parce que j'ai jamais compris mon père, hein. Et puis j'aurais peut-être une entreprise si j'avais compris. Mais ça m'a toujours intéressé. Donc, et on a des histoires absolument extraordinairement fabuleuses. C'est-à-dire, alors en 3 minutes, il faut évidemment qu'ils racontent ça. Alors, vous dire s'ils ont quelque chose à vendre, il y en a certains, oui, ils ont une augmentation de capital à faire, par exemple. Le sujet vient ou ne vient pas. Ils ont des produits à présenter ou des produits à lancer à un moment donné. Mais ce n'est pas la grande majorité. La grande majorité, elle veut
donner un sens public à ce qu'ils font. Alors, c'est très bref, c'est du speed dating, hein, ça dure 3 minutes, on en fait 9 par jour, c'est donc j'ose pas dire que c'est une performance, mais je suis un peu lavé quand même à la fin. On en fait 9 par jour et on en fait tous les jours, dimanche compris. Est-ce que la demande d'économie, c'est vrai que souvent l'économie, elle est à la fois partout et nulle part, c'est-à-dire qu'elle est partout parce qu'elle conditionne notre vie, notre capacité à agir, notre capacité à créer et à consommer, mais d'un autre côté, il n'y a pas forcément une grande culture économique sur les mécanismes d'investissement, de dépenses, de dettes. Est-ce que ça fait partie aussi, le fait de vouloir un peu un sentiment, peut-être que BFM d'ailleurs avait fait, rappelons-le, Business FM à l'origine, c'est-à-dire qui avait vocation à être une chaîne de l'économie, il y a cette envie de diffuser l'entreprise plus dans la société. Alors, c'est pas pareil, l'entreprise et l'économie. Oui, mais l'une est comment dire, la composante de l'autre. Voilà, notre sujet, c'est l'entreprise. Notre sujet, c'est il y a une incompréhension dangereuse entre globalement la société française et puis ceux qui créent la richesse. Et donc, je crois que c'est très simple, il suffit juste de mettre la lumière. Voilà. Il suffit juste d'allumer la lumière sur toutes ces entreprises, ce que fait Jean-Marc, de voir cet enthousiasme, de voir cette volonté de progresser, de voir que non, il n'y a pas des chapeaux melons, des gros cigares et des costumes 3 pièces et des esclaves dans les caves. Non, non, c'est pas ça. C'est des aventures collectives portées par des gens qui sont avant tout enthousiastes et ont envie d'être heureux et de partager leur bonheur. Voilà. Et donc, mettre la lumière sur tout ça, raconter tout cela avec joie, avec enthousiasme, ça peut. Alors, on est une toute petite lucarne, nous, toute petite, hein, mais voilà, ça peut être la petite graine qui, à un moment, va amener à un peu plus de compréhension. Il y a un truc, alors Jean-Marc sans doute. On fait intervenir des gens qu'on voit nulle part ailleurs quand même hein, dans nos émissions. C'est ça le sujet. Ça, il faut les mettre dans la grande conversation qui est la nôtre aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ils y ont toute leur place. Il y en a certains d'ailleurs, je me demande pourquoi je les vois. Hein, parce que j'en ai 2 ou 3 qui n'ont strictement rien à dire. Soit on les passe pas, soit bon. Ben oui, voilà, c'est ça, ça arrive. Non, mais il y a des entrepreneurs, par exemple, du monde du logiciel libre. Ce sont des vrais businessmen. C'est des entrepreneurs. Ils font de l'économie aussi. Bien sûr. Et on n'en parle pas, on les voit pas. Et on a l'impression que c'est des bénévoles. Ça, non. Donc c'est aussi l'occasion, enfin moi en tout cas merci beaucoup Stéphane, hein, je tire mon chapeau de lancer une chaîne et tout ça, mais en plus de créer des espaces où on a le droit, on est autorisé et c'est même encouragé de faire venir des gens qu'on ne voit pas ailleurs. C'est important. Pourquoi ? Parce que comment est-ce que va déterminer votre choix ? C'est-à-dire c'est leur statut, j'allais dire, en tant que dirigeant d'une entreprise qui a une part de marché, qui peut être très discrète, mais qui n'est pas justement vocation à être popularisée. Est-ce que c'est aider un petit à grandir ? C'est un peu de tout ça. Comment est-ce qu'on les moi, choisit ? je cherche à avoir des gens pertinents sur les sujets. Enfin, vraiment, je ne me dis pas à chaque fois, alors qui est la star dans ce domaine ou l'éditorialiste qui va être génial sur le plateau et qui va mettre l'ambiance. Non, je me dis, voilà, j'ai une thématique, je veux avoir des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, qui ont une expertise et que je vais amener à transmettre un certain savoir, une certaine compréhension du sujet. Et l'objectif, c'est d'avoir aussi des gens très différents, même sur un même sujet, d'avoir des points de vue variés, d'avoir un fournisseur de solutions de technologie, d'avoir pourquoi pas un activiste en face, d'avoir des gens de la société civile, d'avoir des personnes qui vraiment font les choses et qui sont capables de transmettre une information grâce aussi à notre intervention, parce que nous, on a une certaine expérience, on a un certain carnet d'adresses dans nos domaines d'expertise et on sait faire venir, on essaye en tout cas, les personnes vraiment pertinentes. C'est ça le critère pour moi. Les critères de réussite, quels sont-ils ? L'audience, ça va quand même être un sujet... Non, mais justement, pour l'interrogation, ça va être l'équilibre financier, c'est-à-dire peu de monde, mais si on gagne de l'argent, ça suffit. Exactement. Et puis après, on peut peut-être souhaiter la combinaison des deux. Je n'en connais pas d'autres. Enfin, pour moi, c'est ça le sujet de la presse, c'est la rentabilité. Parce que, ok, on nous questionne sur notre indépendance et tout, moi je veux bien, mais quelle est l'indépendance réelle d'organes de presse dont des entreprises privées ou des milliardaires viennent faire les fins de mois tous les ans Vous voyez, j'en connais pas d'autres. C'est cette rentabilité qui nous donnera une totale liberté et donc
Le bonheur de continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Le but de l'entreprise, le but de ce qu'on fait là, c'est juste de s'éclater. C'est vraiment d'être heureux. Et pour continuer à s'éclater, il faut être rentable. Alors, il y a peut-être quand même une nouveauté. Alors, modulo, le Canard enchaîné et son modèle économique, mais le fait d'avoir un Mediapart financé par des lecteurs, un Next Impact, si je prends l'exemple de la communauté high-tech, un Numérama dans son domaine aussi, c'est-à-dire d'arriver effectivement à ce qui correspond à ce que vous évoquez, alors des niches, mais dans le côté tout à fait positif de la définition, c'est-à-dire le fait que des sujets peuvent ne pas intéresser tout le monde au même moment et donc ne pas avoir des audiences comparables à celles d'un... Si Mediapart c'est une niche, c'est peut-être un chenil quand même, hein, parce que... Non, c'est... Non, mais ce qu'il y a pas là, quand je dis c'est un segment, c'est-à-dire qu'il faut admettre. Je veux bien être une niche de la taille de. Bien, quand je dis c'est une niche, c'est que il faut admettre que voilà, on n'est pas, on n'est pas sur. Bien sûr. C'est un point de vue, c'est une offre, c'est justement. Alors, je les connais pas pour le coup, puis on est sans doute de l'autre côté de la barricade. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je suis sûr qu'ils sont heureux de faire ce qu'ils font. Voilà, ils s'éclatent les gars, ils sont en accord avec eux-mêmes. Et ils ont effectivement lancé un modèle économique, alors ça je m'en souviens très très bien, auquel personne ne croyait. Mais l'ensemble des spécialistes du web éclataient de rire quand Edoui Plenel disait on va faire payer pour de l'information sur le web. Voilà. Ce qui au final... 10 ans après, c'est une entreprise ultra rentable, parfaitement identifiée. Bravo, chapeau. Voilà, avec effectivement une marque, un modèle économique et une identité. Et un espace d'expression, parce qu'il y a tout ce qu'il y a à côté de Mediapart. J'ai beaucoup regardé, ça me passionne. Hein. Et il y a un espace d'expression à côté qui est très intéressant et qui fait rentrer justement dans la grande conversation qu'on a tous, des gens qui, sinon, n'ont pas justement la possibilité de s'exprimer et qui ont des choses passionnantes à dire. Ça veut dire que le modèle, vous êtes prêt à le faire évoluer au fur et à mesure soit des technologies existantes, c'est-à-dire qui vont peut-être apporter des nouvelles fonctionnalités, soit justement des attentes de des gens qui vont fréquenter l'antenne. Est-ce que vous allez essayer de les interroger ou c'est vraiment les annonceurs, les partenaires qui vont aider à dessiner le modèle? À la fin, c'est le contenu. À la fin, c'est Delphine, il faut que, quand je la regarde, ça m'intéresse. Il faut que ça vive, il faut que... Voilà. Jean-Marc, c'est pareil. Il faut faire des choses intéressantes. C'est le contenu qui fait la différence. Après, ça, c'est ce que j'ai appris en créant cette chaîne. Finalement, même la diffusion d'une chaîne de télé, ça coûte plus rien. C'est fini. Donc, finalement, les technologies, on les avale, on les digère. À partir du moment où vous avez le contenu. Voilà. L'important, c'est le contenu. Enfin, je crois que Reed Hastings dit pas autre chose à la tête de Netflix. Hein. Voilà. C'est OK. D'ailleurs, c'est très intéressant la façon dont Netflix a évolué. Vous avez une division techno, une division contenu. Voilà. Mais très clairement, la valeur, elle va être dans la division contenu. Jean-Marc? Non, ce que je voudrais dire, et ce que j'ai trouvé dans le modèle de Bismart, dont on n'a pas complètement encore parlé au fond, c'est que le drame de la presse, de la télévision et de l'Internet, c'était qu'on a installé l'idée que l'information devait être gratuite. Et on a donc installé cette culture de la gratuité de l'information. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est que la presse s'est retrouvée pillée complètement, puisqu'elle était gratuite, les gens ne payaient pas le juste prix que représentait l'information et la mise à la disposition de l'information. Alors bien sûr qu'on avait trouvé des moyens de financement comme la publicité. Après, on a trouvé le moyen des parrainages, tout ce que dit oui, est très juste, très juste, il a raison. Mais je suis comme à l'école, moi j'appelle avec les noms. Non mais, donc c'est ça. Alors l'autre idée qu'on avait, moi j'ai beaucoup, quand on a fait LCI par exemple, bon, dans le titre de gloire, il y a la création avec Jérôme Bellet de LCI, ça a été quand même bien. J'avais fait sur l'économie, j'étais terrorisé à l'idée, enfin pas terrorisé, mais j'étais emmerdé par le fait de faire des produits qui nous étaient pillés littéralement et qui étaient ensuite diffusés et exploités à titre privé, soit par les chefs d'entreprise qui venaient sur le plateau, librement, soit par des agences de communication qui s'en servaient comme organisme, comme moyen de promotion. Il y avait quelque chose qui me gênait. C'est comme si vous aviez sorti un livre et que ce livre soit recopié comme les Chinois le font et qu'en général édité. Donc c'est ce problème-là sur lequel on s'est arrêté. Et aujourd'hui, je crois que Bismart fait en sorte
d'éviter justement que ces produits soient pillés et d'éviter que ces produits ensuite aillent sur YouTube. YouTube, où ils sont mis à la disposition, ils pourraient être mis à la disposition gratuitement, entourés de publicité, mais cette publicité, elle va où? Elle va dans les poches de YouTube, elle ne vient pas chez nous. Hein? C'est un peu ça. Donc, permettre, Jean-Marc, tout ce que tu dis est très pertinent. Sauf pour Bismarck, pour l'instant, je suis assez pour qu'on nous pille massivement, si tu veux. Oui, parce que ça va faire une diffusion. Allez-y, servez-vous, diffusez largement. Oui, je sais bien. Allez-y. Oui, c'est le stade. Il est au stade juste avant. Lui, il a quand même besoin à un moment où il va prendre la copie comme étant. Tout est à prendre. Est-ce qu'il y a un risque d'être le magazine de l'actualité heureuse? Ah oui. D'être alors, je le revendique, c'est pas un risque. Non, justement, mais d'être vu comme étant, c'est-à-dire que le jour où on voudra avoir le vrai état de santé de l'entreprise truc, la vraie performance du logiciel machin, le vrai climat de la PME Y, de se dire, c'est pas là où il faudra que j'aille chercher. Ouais, mais attends, c'est clair ma réponse. Non, mais l'enthousiasme. Non, mais l'enthousiasme, c'est une dynamique tout à fait vertueuse et positive, c'est pas le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on n'adresse pas aussi des problématiques. C'est ma question, justement, la problématique, pas béate, mais de dire à quelqu'un, effectivement, voilà, d'être. Évidemment, on adresse les problématiques. Quand on a un sujet. Militante, et Stéphane assume ça. Alors, il faudra. Alors, on finit là-dessus, puis après, on va m'expliquer ce que ça veut dire militant. Voilà, bien sûr. Non, enfin bon, militante. Non, c'est important. Non, mais c'est un terme. Pour le système d'économie de marché, pour la concurrence, pour tout ça. Enfin, bon, je fais 10 bouquins là-dessus. Bon. Mais ça, c'est intéressant et ça, c'est important. Deuxièmement, ça peut être aussi une chaîne de service. Ça peut être une chaîne de service dans la mesure où vous avez, notamment chez moi, des chefs d'entreprise qui viennent parler à leurs clients, qui viennent parler soit à leurs actionnaires, s'il faut, soit à leurs concurrents. Donc, ça peut être du service interprofessionnel. Je le vois un peu comme ça. C'est ce que vous avez dit au début, presque. Mais quelque chose de très important, c'est une chaîne de grandes personnes. Delphine, elle va faire ce qu'elle veut. Je le voilà. fais. Voilà. Moi, je ferai aussi ce que je veux et je peux vous dire que oui, ce sera l'actualité heureuse. Oui, je le revendique. Justement, voilà. Non, mais c'est intéressant. Et mais vous pouvez faire de l'actualité heureuse tout en racontant ce qui se passe. Voilà. Et simplement, très franchement, les drames économiques, ils sont partout. Voilà. Il suffit de tourner un bouton de radio, d'allumer une télé. Je ne sais pas si on tourne encore un bouton de radio. Alexa joue. Voilà. Les drames économiques sont partout. Oui, mais ils permettent d'avoir une vision de la réalité. Bah oui, moi, ça va être, voilà, là, c'est la maison en chocolat, c'est les bisounours. Et voilà. En tout cas, il y aura 1 heure sur Bismarck où ce sera ça. Voilà. Oui, mais je ne comprends pas bien la question parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont des échecs. Et les échecs sont exemplaires. Et s'ils l'assument, c'est vachement bien. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de la culture française, c'est qu'on n'accepte pas l'échec ou un deuxième échec. On a quand même des droits à l'erreur, y compris dans l'entreprise. Donc quand ils viennent raconter leurs erreurs... Oui, mais c'est vrai qu'en général, il y a une petite période de maturation quand même. Ils ne tiennent pas à ce qu'ils sont rarement dans la disposition, donc c'est pour ça. Si ta question c'est, est-ce qu'un gars peut venir face à Jean-Marc ou face à moi, dans une situation très très dure, et dire qu'en fait tout va très bien? Non. Non, ou la question... Alors ça, on ne va pas nous le faire, mais on ne va pas l'inviter. Ou la question, je prends l'exemple du greenwashing, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire « moi je suis une entreprise qui a telle et telle démarche environnementale », manifestement sans investiguer énormément, on s'aperçoit que c'est partiellement vrai ou en tout cas c'est largement perfectible. Est-ce qu'on prendra le discours « oui, vous êtes un summum de l'environnement et de la RSE ». Alors c'est là où c'est intéressant, parce que... On ne vient pas pour piéger les gens. Nous. Non, mais ce n'est pas la question. Non, mais ça prouve que ça a été travaillé en amont. Et on sait ce qu'ils font. Voilà, c'est ça, bien sûr. Mais ça prouve que ce soit quand même l'occasion d'un dialogue sur ces sujets-là. Non, mais alors, justement, si on prend RSE, donc d'abord, il y a une émission qui est intégralement consacrée, qui s'appelle Smart Impact. Donc notre sujet, c'est l'impact. C'est pas justement le déclaratif. C'est ça. Et au-delà de ça, là où Jean-Marc a parfaitement raison quand on dit on peut être service, c'est un sujet qui me passionne au plus haut point, mais nous, on va aller, parce qu'on peut se le permettre, beaucoup plus loin que ce que peut. C'est-à-dire, moi, mon sujet en ce moment, sujet que porte par exemple Bertrand Badré, l'ancien directeur général de la Banque mondiale, sujet qui est en train de mettre au point le directeur financier de L'Oréal, c'est une mesure chiffrée comptable de l'impact environnemental et de la RSE. Sortir justement du rapport pour rentrer dans le chiffre. Dans l'opérationnel. Dans le chiffre, mais dans le chiffre. Il faut que ce soit chiffré. Comme vous avez la norme IFRS pour votre bilan comptable, vous aurez une norme qui est
en train d'être définies pour votre bilan RSE. Voilà. Donc, on va aller beaucoup plus loin, en fait, que ne peuvent aller les médias audiovisuels classiques. Justement, on n'est pas en superficialité, on est tous experts dans notre domaine. Donc, on sait de quoi on parle, on sait qui on a en face de nous, on sait qui on invite. On ne peut pas se faire piéger sur ces trucs-là. Exactement. D'accord. Non, mais justement, non, mais c'est important parce que par rapport à la description économique, c'est vrai que c'est important. La vie des entreprises a des aléas, a des imperfections, et donc c'est vrai que sans faire le reflet ou le miroir est aussi un élément d'amélioration et de progression. Comment se gère la question internationale des correspondants? Comment on arrive à mettre un peu est-ce que c'est dans le programme originel? Est-ce qu'il faut déjà couvrir bien le maillage national? Comment se fait cette ouverture? Alors, donc on a CNBC, bien sûr. C'est quand même un truc de dingue. Après, c'est la limite de l'audiovisuel, c'est le français. C'est-à-dire que, on peut faire des interviews en anglais, c'est quand même un petit peu compliqué. Le pire, c'est les chefs d'entreprise. L'ancien patron de Paul Pullman, l'ancien patron de, c'était Procter, pardon, mais le chef d'entreprise qui pense qu'il parle français. Tu sais. Et donc il va arriver et tout le monde. Il y a aussi le chef d'entreprise qui pense qu'il parle anglais. T'as son entourage, tout le monde te dit non, mais aucun problème, il parle français. Et tu te retrouves le mec. Donc oui, non, mais ça c'est effectivement un problème. Alors après, Delphine, son émission, il y a une telle ouverture internationale de toute façon. Elle reçoit des gars qui de toute façon sont partout, Exactement. En ce moment un peu moins, mais sont partout aux quatre coins de la planète, que ça le fait comme ça. Mais j'avoue que c'est la langue française pose une limite à notre ouverture internationale, c'est vrai. Même, effectivement, après de penser soit à des traductions ou le fait de faire des émissions enregistrées et donc éventuellement une possibilité de faire un sous-titrage post. Bien sûr, mais pour essayer de trouver. C'est lourd, c'est cher. Donc on retombe sur la rentabilité. La nouvelle génération de chefs d'entreprise, elle parle quand même anglais pour la plupart. Le modèle. Il y a eu une phase de pédagogie auprès des annonceurs, des agences pour expliquer ce modèle, parce que c'est compliqué de dire, même si on dit on est le CNBC, mais après les gens ne sont pas forcément des téléspectateurs assidus de cette chaîne. Donc il y a eu une phase de pédagogie auprès de la communauté, déjà pour expliquer l'état d'esprit. Bien sûr. Après, il se trouve que j'ai une petite notoriété dans le milieu. Donc, oui, mais il ne s'agissait pas de faire BFM Business non plus, donc il faut expliquer autre chose. Mais il savait que ce serait quelque chose de sérieux, donc beaucoup sont venus. Oui, mais ça c'est ce qui fait qu'on a le rendez-vous. C'est ce qui fait qu'on a le rendez-vous, mais après il faut quand même faire la pédagogie. Beaucoup sont venus, sont venus par curiosité, qu'est-ce que vous faites, machin, donc voilà, on explique et voilà. Mais c'est pour ça que c'est un démarrage tranquille, on avance feuille par feuille, marche par marche, tranquillement. C'est un média de flux où ça a vocation à devenir par des séquences un média de stock, c'est-à-dire le fait que, effectivement, il y a l'actualité immédiate, le suivi, mais le fait d'avoir des moments peut-être plus posés ou plus, sinon prospectifs, et donc pour faire en sorte... On les a, les moments posés, on les a déjà. Alors, il se trouve que, c'est pas un entrepreneur, mais Patrick Artus, je pense qu'on a la même admiration pour la pédagogie, justement, dont est capable cet économiste. Il est venu, on est resté 40 minutes ensemble. Je pense qu'il n'y a pas une télé où on lui donne 40 minutes pour raconter ce qu'il pense de la situation actuelle. Alors là aussi, un type que j'adore, qui est toujours très provocateur et qui justement a un peu de mal à aller sur les plateaux télé quand vous parlez de RSE, de transition énergétique. Jean-Marc Jancovici est quand même un nom. Il sera là jeudi, Jean-Marc Jancovici, je sais qu'on va parler 40-45 minutes ensemble, je m'en fous. Peut-être on parlera 1 heure ensemble, aucune importance. Alors après, le stock, ça implique une très forte indexation de vos contenus. Ouais. Et donc là encore, vous rentrez dans des sujets de rentabilité. Donc ça va venir. Et puis la rentabilité initiale et après de performance sur le. Ça prend, mais d'un autre côté, ne jamais le faire. Non, mais on va jamais le faire, en bénéficier. Donc c'est effectivement. C'est une vraie logique d'investissement. La télévision, est faite pour être consommée. Vous l'avez conçue pour être consommée sur quel type de support? C'est-à-dire que quand vous avez conçu l'antenne. Je vous ai dit délinéarisé. Non, délinéarisé, mais c'est une chose d'avoir un téléphone avec un écran comme ça, une tablette, c'est un ordinateur. Non, mais c'est important quand même parce que ça va conforter comment on vous consomme, parce que ça va sur la durée d'écoute, sur la population. Est-ce que j'ai été voir un type passionnant chez Facebook. Peut-être que le directeur des contenus chez Facebook France, justement, quand on montait le truc, discussion très très intéressante. Où il me dit le problème c'est le plan égyptien permanent. C'est ça. Voilà, c'est peut-être profil et tu regardes pas. Là. Bon.
Très franchement, c'est compliqué. On va trouver des solutions, hein, mais c'est compliqué de parler à quelqu'un et d'avoir un champ contre champ en permanence, etc. Bon, voilà, là aussi, c'est work in progress. Mais non, on a globalement un format assez basique. Encore une fois, petite chaîne, coût de production le plus bas possible. Et donc, voilà, on fait un format à peu près classique qui convient à tous les écrans, enfin, on l'espère, quoi. Voilà. Et au podcast. Et au podcast. Et au podcast. Hyper demandé aussi. Ouais, bien sûr. Oui, qui est un mode de consommation qui n'était pas intuitif à l'origine et que la Exactement. disponibilité des plateformes a rendu possible. Alors, s'il y a des questions dans la salle, vous allez les poser à haute voix et je vais les reprendre de manière à ce que le micro les capte et les enregistre. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à vous mettre. Oui. Faut présenter qui on est. Oui, si vous voulez, dites-moi. Mais on garde ça. Oui, si vous voulez. Rama Sophia Rashdi, United States Press Agency, Press from Paris. So congratulations avec le partnership CNBC. Thank you. Very good branding, comme vous dites. Take a look. Si j'ai bien compris, ça c'est un asset, of course, au niveau de la langue et tout ça. Mais si j'ai bien compris, c'est votre avantage compétitif, c'est que vous avez un ton, vous avez le ton qui est l'identité de votre chaîne, c'est ça? Un ton libre et différent de ce qu'on a l'habitude. À aucun moment, Alors, je pense alors que... Steph, je reprends la question. Pardon. La question était donc posée de se dire ce qui vous caractérise ou ce qui constitue votre identité, c'est avant tout le ton. Est-ce que donc c'est une question par rapport à d'autres médias, un ton différent de ce qui peut exister sur Non, Madame a dit libre. Je crois que Alors, tout le monde est libre. Hein. Enfin, j'ai passé 15 ans à BFM Business. À aucun moment, on m'a dicté quoi que ce soit à dire. À aucun moment. Donc tout le monde est libre. Non, c'est plus la matière qu'on traite, je crois. C'est-à-dire une matière très entrepreneuriale, très entreprise. Et comme l'a très bien dit Delphine, pas aller chercher les stars. Ça fait plaisir quand même avec Xavier oui, parce Niel. qu'il y a eu un peu de name dropping là quand même. On va chercher Ouais, Xavier Niel. même de temps en temps. Mais l'idée, c'est vraiment de s'intéresser à la fabrique de la richesse au quotidien. Voilà. Ce qui est un peu compliqué pour des médias qui ont des ambitions d'audience plus larges, parce que là, forcément, vous êtes obligé d'aller chercher ce que Challenge avait très très bien appelé le people echo. Voilà, hein, et donc, c'est plus compliqué de s'intéresser à l'entrepreneur du quotidien. Je vais vous dire ça comme ça. En fait, excusez-moi. Je vous en prie. terminer. Je vous en prie. Mon idée, c'est que vous avez dit que ce serait l'actualité heureuse, very enthusiastic, la manière dont vous présentez les choses. Est-ce que ça veut dire que vous allez un petit peu plus rendre ça accessible à tout le monde? Ici, c'est-à-dire que vous êtes quand même sur une niche, on a compris, s'adresse entrepreneurs, etc. Mais est-ce que ça va permettre, est-ce que c'est assez sexy pour que tout le monde soit intéressé par... C'était ça la question. Alors, est-ce que c'est assez sexy? Est-ce que c'est assez pour que sexy, tout le Monsieur monde soit Soudier? Est-ce intéressé? que vous allez être assez sexy pour intéresser tout le monde? Très bonne question, et ma réponse est non. Voilà. Je pense que si on va justement vers quelque chose de sexy pour que tout le monde soit intéressé, alors on va faire ce que fait tout le monde. Donc la réponse est non. Je nous condamne à une audience réduite. Voilà. Non pas experte, mais qui est capable de travailler pour rester avec nous. Voilà. Qui est intéressé par des sujets, à qui, alors, Delphine, la tech, est un tout petit peu particulier. Exemple, on va discuter, tiens, on parlait de logiciel. Le chef d'entreprise va parler de, j'en sais rien, d'ERP. Ok, je vais me tourner vers la caméra très vite pour dire ERP, c'est la gestion de l'ensemble des ressources de l'entreprise. Basta. Voilà. On ne va pas aller expliquer un ERP, c'est quoi. On va présupposer Oracle, que SAP, etc. l'auditeur sait ce que c'est qu'un progiciel et que donc il a une On présuppose une qu'il est culture dans économique. l'entreprise. Voilà, Il a une culture économique. Il est dans l'entreprise et globalement. D'honnête homme, d'honnête femme, voilà, et qui va permettre, évidemment, s'il y a une percée juridique, une innovation technologique, on va lui expliquer, Voilà. mais on va s'asseoir sur un socle où on est effectivement des gens qui sont, même sans être directeurs généraux, mais sont en tout cas vivent dans un monde nourri d'économie et Vous avez d'entreprise. parfaitement résumé Et le l'entreprise. Après, c'est la base de la ligne éditoriale, il faut qu'on sache à qui on parle. Donc, Bien sûr, bien et sûr. ça fait partie de nos valeurs aujourd'hui.
Non, mais quand on arrive sur un marché, il est important effectivement que la... Absolument. Si on changeait ça, on changerait la ligue, on changerait les valeurs, on changerait le concept. Oui, puis ce serait compliqué d'arriver en expliquant qu'on comble un espace qui n'était pas occupé jusqu'à présent. Parce qu'effectivement, si on était uniquement dans la duplication, enfin, si vous étiez dans la duplication, c'était un peu plus limité comme valeur ajoutée. L'idée, c'est quand même de toucher pas mal de monde. Rassure-moi. Si on peut vous aider à clarifier un certain nombre d'idées dans l'équipe, moi je m'en réjouis vraiment. Si on peut rendre service. C'est pour ça que je suis content de m'occuper des petites et moyennes entreprises. Elles sont quand même beaucoup plus nombreuses que celles du CAC 40. Quoi. Certes, voilà. Certes. Autre question, remarque. Potentiellement, ça fait pas mal de monde, hein, si on prend tous les dirigeants. Oui. Non. Plus les indépendants. C'est Non, mais je veux dire. Non, mais je pense que vous parlez de la même chose. C'est qu'en fait, c'est- que vous ambitionnez quand même, c'est de hausser le niveau collectif Voilà. de connaissances et d'intérêt pour ces Exactement. sujets. Donc évidemment qu'à terme, que par un effet de bouche à oreille, par une envie de compréhension des phénomènes, très sincèrement, les phénomènes économiques là qui se Après, il y a dessinent des gens qui n'ont aujourd'hui. jamais envie de s'intéresser profondément à Ouais, ces sujets. mais Voilà. c'est vrai qu'il y a un moment où, quand on peut effectivement leur faire l'effet miroir, c'est-à-dire qu'effectivement dans leur vie quotidienne, si on leur dit voilà, vous achetez un t-shirt à 3 €, bah, il faut voir comment est-ce qu'on le paye. Et c'est normal que vous, quand vous travaillez dans une usine de textile en France, bah, on ne pourra pas faire un t-shirt à 3 €, c'est pas possible. Tout le monde Donc- fait ça. Ce que tu viens de dire Ah là, non. tout le monde Non, fait ça. parce Il y en que a si plein, c'était le le journal cas- de 20 heures, le non, t-shirt à 3 €, Non, machin, parce que etc. si c'était Voilà. le cas, la Donc ça, connaissance des mécanismes économiques, je pense, si la connaissance des mécanismes économiques serait plus On va maîtrisée. être un stade un peu plus au-dessus Bien du t-shirt sûr. à 3 €. Bien sûr. Tu vois, c'est ça le. Mais vraiment, je vous le souhaite. Autre question, commentaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on est très bien. En ce qui concerne... Oui. Oui. Bien bien sûr. sûr. Ah. Parce que vous avez parlé de RSI. De RSE, ouais. Donc, vous avez parlé, quelque chose qui m'a beaucoup bien attiré, c'est que vous avez parlé de l'impact chiffré. Which is good, parce que c'est vrai, la plupart ils disent j'ai fait ça, ou j'ai fait Mark to ça. Planet. Exactement, et à la fin, on ne sait même pas s'il y a un social impact, on ne sait pas. Maintenant, moi, je vais parler une question sur le handicap, par exemple, puisque ça s'adresse aux entrepreneurs, et qu'il y a une loi qui dit que, par exemple, ici, il faut au moins 6% de handicap embauchés Dans les effectifs de l'entreprise. Il y aura une amende à payer. La plupart des CAC 40, comme a dit M. tout à l'heure, mais aussi les PME, ils préfèrent Payer. Ils préfèrent de ne pas payer l'amende, plutôt que de prendre des personnes handicapées. Est-ce que ça rentre dans le cadre de vos impacts chiffrés? Alors, la réponse. Alors un mot sur l'impact. Alors là, j'essaie de résumer tout cela en modèle de synthèse. Modèle de synthèse, vous le saurez après. La question, c'est effectivement, vous avez parlé du chiffrage d'une politique RSE. On prend le cas dans les composantes de la RSE. Il peut y avoir l'intégration des personnes atteintes de handicap. Souvent, effectivement, les entreprises préfèrent payer l'amende qui est imposée aux sociétés qui ne respectent pas les quotas, les effectifs de 6% à partir de 20 salariés dans une entreprise. Est-ce que ce type d'action fait partie des chiffrages que vous envisagiez dans la quantification de cette activité RSE? Alors oui et non. Oui, parce que on a une émission qui s'appelle Smart Job. Tous les jours, on consacre une demi-heure à l'emploi sous toutes ses formes. Donc, la question de l'inclusion, puisque c'est ça, la grande question de l'inclusion, est évidemment au cœur de Smart Job. La mesure chiffrée du bilan des entreprises sur l'impact, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on met beaucoup de choses en fait dans les injonctions qu'on fait peser sur les entreprises. Nous, notre sujet là sur l'impact, c'est l'impact climat. Et donc, de la même façon que les entreprises publient aujourd'hui leurs résultats financiers en mark-to-market, il va y avoir assez vite une nomenclature qui va les obliger à publier ça en mark-to-planet. C'est le petit slogan qu'on a trouvé avec Bertrand Badré. C'est l'impact sur la planète et c'est la question du climat. Exclusivement ça. Énergie fossile, ce que vous connaissez, scope 1, scope 2, scope 3, etc. Gestion des déchets, voilà. La question de l'inclusion, pour moi, est une question tout aussi importante, tout aussi noble, mais qui est traitée différemment et qui doit pas être traitée dans ce sujet pour nous de l'impact. Il y a Smart Job d'un côté
et il y a impact de l'autre. Oui, alors madame, oui. Bonsoir, Isabelle Racine, la France Santé. J'ai une question pour vous, Stéphane Soumier. Comment avez-vous eu l'idée de créer ce concept média-télé-smart? Comment, Stéphane Soumier, avez-vous eu l'idée de créer ce concept de télévision? Je vous l'ai dit en commençant, ça s'est fait en cheminant avec Denis Oliven, avec Pierre Friedenreich, avec Valérie Bruschini. Il se trouve que pour des raisons différentes, on s'est retrouvés tous les trois sans emploi, voilà, on va dire ça comme ça. Et on s'est dit, tiens, si on faisait quelque chose ensemble. Voilà. C'est vraiment, enfin, ça s'est fait petit à petit. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une place, et on s'est rendu compte qu'une fois qu'on l'avait lancé, parce que j'ai une grande phrase d'entrepreneur, hein, si vous attendez de savoir s'il y a un marché pour votre produit, le temps de le fabriquer, le consommateur aura envie d'autre chose. Je crois que c'est Steve Jobs qui avait dit quelque chose comme ça. Donc on a lancé, et je dois vous dire qu'on est surpris par l'accueil. Voilà. On a une qualité d'accueil qui me surprend énormément, qui nous fait évidemment plaisir, mais qui nous surprend énormément. Ça veut dire que c'était plus de l'intuition qu'une étude de marché? Il n'y avait pas d'étude de marché, zéro. Hein. Grande phrase, hein, les seuls chiffres sincères d'un business plan, c'est le numéro des pages. Voilà. Hop, alors, il y a été la question là, et après, juste... Oui. Donc, qu'est-ce qui me différencie de BFM Business, hein, oui, voilà. Alors, il se trouve que je suis quand même... En 15 ans, j'ai fait de cette chaîne ce qu'elle est, donc j'en suis assez fier. Voilà. C'est un sacré bébé et qui montre d'ailleurs, contrairement à des entreprises sur lesquelles Jean-Marc a travaillé, que même quand le dirigeant principal s'en va, l'entreprise continue, elle est solide et elle continue à faire son boulot. Donc je pense que ça, c'est une très grande fierté. J'ai absolument pas... Enfin, mon sujet n'est pas de me différencier. Hein. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a combien de chaînes qui font des débats de football? Est-ce qu'ils sont différents? Non, il y a des personnalités, il y a des petits choix à la marque. Mais il y a de la place. Parlons tous de l'entreprise. Ouvrons grandes les portes de l'entreprise. Mettons la lumière sur les créateurs de richesse et sur l'entreprise. Non, aucun problème. Il y a de la place et il y a un marché pour nous deux. J'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Oui. Bertrand Billard, je suis entrepreneur. Donc c'est vrai que j'ai pu suivre un peu les débuts de votre chaîne, grâce notamment à Delphine que j'ai pu connaître par ailleurs. Et c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant le modèle économique que vous avez monté. Moi j'ai plus sur le côté valorisation du contenu. C'est-à-dire que vous avez un contenu très riche parce que justement vous laissez le temps en fait, aux entrepreneurs de le faire, donc il y a une vraie richesse dans les débats. Est-ce que vous avez vocation justement de valoriser cette richesse? Oui. Mais pas forcément sur du temps réel, mais du temps en fait décalé. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, est-ce que ça peut être un think tank audiovisuel à terme? Alors, c'est des réflexions que vous avez à court, moyen ou long terme. Au regard de votre modèle de diffusion, vous avez des émissions où il y a un temps d'échange suffisamment, que vous qualifiez de suffisamment long et appréciable pour les entrepreneurs qui s'expriment, et donc qui créent une matière intellectuelle, ou en tout cas une matière enrichissante. Et monsieur pose la question des déclinaisons, ou de l'exploitation, ou de la valorisation de ce patrimoine. Alors pas forcément, je disais, sous forme audiovisuelle, mais sous forme, vous évoquiez un think tank, éventuellement, pour consolider cette réflexion et l'étoffer par la suite. Bien sûr. À fond. Vous avez parfaitement identifié l'une de nos ambitions, à fond. Après, le sujet, quand même, c'est qu'on s'est lancé le 16 juin, donc un mois après le déconfinement. On a un IT guy, avec sans doute un stagiaire. Il doit tout faire. On a démarré sans, alors si vous connaissez un peu la tech, sans outils de bibliothèque, sans outils comme ça, qu'on est en train d'agréger. En même temps, il faut que la chaîne tourne. Donc il y a 7 heures de nouveaux programmes que lui, il est en train de courir derrière l'indexation. Voilà. Donc il faut nous laisser du temps. Il a pu rattraper déjà pendant un petit peu du boulot qui a été fait. Mais oui, c'est évidemment, je pense qu'on fait des contenus qui ont une grande valeur. Et donc, alors, qui sont périssables, hein, on n'écrit pas non plus en lettres gothiques, mais je pense qu'il y a effectivement moyen de valoriser ces contenus en les indexant de manière beaucoup plus précise, tout à fait. En
termes de, je regarde juste pour essayer d'oublier personne, est-ce que la finance a une place? Alors évidemment, Oui, bien Jean-Marc avait sur la notion de bourse quand même, parce que maintenant c'est les PME, mais il y a quand même eu un tropisme boursier. Mais on a une émission boursière. Justement, est-ce que la partie finance, comment est-ce qu'elle est abordée côté investisseur, côté justement financeur de l'économie? Comment est-ce que c'est Tous les côtés, on a, alors il se trouve que c'est une passion. Donc on a une émission boursière parce qu'on a réussi à aller chercher un gars qui est extraordinaire, qui s'appelle Grégoire Favet. Je le disais à Patrick Artus cet après-midi, Grégoire et moi, quand on va boire un coup ensemble, on parle Banque Centrale. Voilà, donc ça peut mais ça va bien bizarre. Sinon, mais ça va on parle bien, sinon ça va bien, mais on parle politique monétaire, taux négatif, Jackson Hole, etc. C'est notre passion. Donc Grégoire, comme Delphine, c'est un passionné absolu de sa matière, il fait ce qu'il veut. Et donc, il y a de la bourse, il y a des gestionnaires d'actifs, il y a du patrimoine, il y a des banques centrales, enfin voilà, c'est le monde de la finance à travers la passion de Grégoire pour, avec là quand même, parce que c'est obligatoire, un prisme d'actualité plus important. Donc d'ailleurs, c'est l'une de nos seules émissions qui soit en direct, parce que quand même, l'ensemble de la finance est étroitement dépendante des mouvements des marchés boursiers. Donc là, on est obligé de les suivre. Voilà, pour l'éventuelle volatilité et pour ne pas être en décalage. Bien sûr. Aujourd'hui, juste les conditions de production, donc c'est du différé, ou en tout cas, c'est quoi la journée type entre le moment où il y a la production et le moment où c'est diffusé? Alors moi, j'allume la lumière. C'est ça? Parce qu'en fait, Stéphane en avait marre de le faire, je crois. Donc moi j'arrive à 7h le matin, la première émission donc c'est Smart Tech qui est enregistrée à 8h, de 8h à 9h et on est diffusé à 11h Stéphane maintenant. Voilà, donc il y a un temps de 2 heures entre le moment où on enregistre et le moment où c'est diffusé. Et qui est nécessaire pour quoi? Pour un habillage, un montage Non. Parce qu'on fait vraiment dans les conditions du direct. Ouais, hein. Donc il n'y a pas de déchets, puisque Non. il y a juste ce qu'il faut pour, en termes de durée? Non, je sais pas, c'est du download. Non, on fait ça, alors très franchement, d'accord. Il y a un petit temps technique. Hein, Oui, il y a un petit temps technique, mais le sujet c'est rentabilité. Voilà. Donc en gros, on a trouvé un partenaire qui a un studio et des heures de studio libres, qui nous les loue pour un tarif défiant toute concurrence, mais il faut qu'on se rende dans les cases, dans ces cases qui sont libres. Voilà. Donc c'est Delphine qui s'y colle en premier parce que voilà. Et alors, je vais bientôt aller me coucher. Là. Et ensuite, voilà, on rentre dans les cases et le seul créneau qui soit en direct, c'est la bourse. Pour la bourse. 12h30. Ah oui, c'est ça, c'est Grégoire maintenant qui est à 12h30 et 18h30. Donc en fait, ce qu'il faut vous souhaiter, c'est l'embourgeoisement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, vous allez occuper un espace, vous allez pouvoir consolider et vivre plus confortablement, ou en tout cas être dans des agendas plus et se rapprocher de conventionnels. l'actualité, c'est-à-dire petit à petit, effectivement, il faut qu'on se rapproche de l'actualité un peu plus chaude. Et ça va se faire tranquillement. Il n'y a pas de place pour la politique? Non. Non, mais c'est délibéré, ma question est délibérée parce que... Et ma réponse aussi. Bien sûr, c'est souhaitable. C'est la question de dire, dans cette énergie ou cette création d'activités et de valeurs, vous ne misez pas, vous ne comptez pas sur la contribution politique. Ils sont partout. Ils sont partout. Je crois même qu'il y a, enfin j'avais lu ça, il y a un problème pour les matinales, c'est-à-dire que... vous voyez, c'est-à-dire, il y a tellement de matinales qui reçoivent des politiques que vous vous retrouvez parfois à interroger des gars qui sont quand même un peu loin du cercle de décision. Hein. Vous voyez des gens là qui viennent récemment, mais quel poids à sa parole, quoi. Quel intérêt même de l'écouter, parce qu'il doit être au N-25 du centre de décision de l'État. Donc, Mais c'est quand même intéressant dans la conception, c'est-à-dire de dire effectivement que ça ne me paraît pas être le lieu de la création, de la décision, de l'évolution de la société. Non, mais si Bruno Le Maire dort devant notre porte voilà, on le recevra si vous voulez. Devant la mienne. Hein. Oui. Oh, Cédrico, tu peux l'appeler. Oui. Allez, ça va, je te laisserai. Non, mais voilà, moi j'ai reçu a... 2 députés depuis le 16 juin. Bon, parce que Alors, parfois ils sont encore, pertinents sur certains sujets quand et même. puis dans ton domaine, il fabrique la loi et dans le domaine de Delphine, la tech est quand même soumise aujourd'hui à la fabrication de la loi. Donc c'est parfaitement légitime. Surtout que ce qui est intéressant dans la tech, c'est que les parlementaires qui se saisissent de ces questions n'ont rien à y gagner électoralement. Je veux dire, par là. Parce que quelqu'un qui va faire sur la réglementation du bitcoin, de la crypto-monnaie, de lire... Ils ne viennent pas faire de la politique, c'est sûr. J'ai jamais un électeur qui est venu dans ma permanence en me disant « Alors, qu'est-ce que vous avez fait sur la neutralité du net, comment, etc. » C'est pas un électeur. Donc c'est vrai que c'est une démarche particulière de parlementaires qui se saisissent de sujets qui ne sont
électoralement pas très porteur. Sa position est assez cohérente avec la ligne de la chaîne. Ah bah ça, Parce c'est... que- ils ont bien. Non, mais elle ils ont est bien assez fait. cohérente avec la ligne de la chaîne telle qu'elle est vécue et faite finalement par les gens que nous avons. Moi, les chefs d'entreprise, tous je connais, ils ne font pas de politique. La politique est une contrainte avec laquelle ils vivent, à laquelle ils s'adaptent, mais ils ne font pas de politique au sens où ils ne peuvent pas peser sur la politique. Même si on voit quand même de plus en plus de chefs d'entreprise poussant le suffrage. En voyant, revanche, mais en revanche, les contraintes qui peuvent passer par l'action politique, elles sont très présentes. Vous savez, quand je reçois 9 chefs d'entreprise par jour, il y en a toujours 3 ou 4 qui me parlent des impôts de production, qui me donnent un exemple très précis, très concret, de ce qui se passe dans leur région, ou choses comme ça. Donc la politique, au sens politique, c'est-à-dire conquête du pouvoir, non, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de place sur la chaîne. Peut-être qu'au moment des élections présidentielles, le président Soumier, faut jamais Il faut dire, être radical. Tu as dit oui. tout à l'heure que j'étais militant, il faut être radical. Ah bah c'est différent, c'est différent, militant. Mais le parti de l'entreprise, c'est déjà un beau parti politique. La partie, on a parlé bourse, on a parlé industrie, on a parlé PME, l'innovation et la technologie. Pardon, je voulais ajouter sur la bourse. Oui. C'est vraiment un truc que j'ai découvert, enfin, j'ai pas découvert, mais qu'on peut exploiter sur cette chaîne, c'est l'industrie financière. Parce que l'industrie, la banque, la finance, ce sont des entreprises qui fonctionnent comme les autres. Et je suis très surpris, et je l'étais très surpris d'ailleurs, du nombre de créateurs d'entreprises financières. Qui existent. Notamment le nombre de néobanques qu'il y a dans les que tu dois en voir. Et puis les fintech, et puis la partie fintech. Et d'inventeurs en matière financière, mais destinés soit aux entreprises, soit aux particuliers. Donc l'industrie financière en tant que telle, c'est intéressant. À côté de la partie macro-financière, c'est-à-dire des indicateurs et d'actualité qui intéressent, elles, plutôt les partenaires de la finance, c'est-à-dire les investisseurs et les épargnants. Là, je revenais sur mes catégories. Il y a une communauté, est-ce qu'elle a vocation, je pense aux étudiants, l'intégration des mécanismes économiques, éventuellement, pourquoi pas de l'entrepreneuriat, est-ce que ça fait partie également de ces publics, de gens qui ne sont pas encore insérés totalement dans le monde de l'entreprise, mais qui ont vocation à y trouver leur place, à s'y épanouir. Est-ce que, sachant que la notion d'apprentissage, d'évolution, de formation, c'est un sujet qui peut également avoir sa place? On fait une émission en partenariat avec HEC, mais c'est des jeunes gars qui, pour le coup, sont très très bons d'ailleurs, qui mettent un chef d'entreprise sur la sellette, comme on dit. Soumettent à la question. Voilà, le soumettent à la question. Pour le reste, si la question c'est est-ce qu'on va faire des émissions pédagogiques, par exemple, non. Non, alors pas pédagogiques, mais sur les perspectives. C'est-à-dire qu'effectivement, de faire en sorte que souvent, on va se retrouver dans une inadéquation entre les besoins des entreprises, les formations existantes. Et donc, de dire je ne trouve pas les profils qui correspondent, et avec un effet ciseau, je ne peux pas développer mon activité économique. Et des étudiants qui me disent, moi, on m'a formé à un truc qui n'a pas de débouché. Et donc, de faire cette liaison entre des entrepreneurs qui peuvent expliquer la réalité opérationnelle de leur activité, leurs besoins en termes d'expertise et de connaissances, et un tissu académique qui pourrait... c'est Smart Job, hein, c'est en partie ce qu'ils font, évidemment. C'est ça, parce qu'effectivement l'adaptation nécessaire et que le diplôme mais après, peut valable on le sait tous, hein, il manque 80 000 à peu près, en développeur, mais même pas en développeur, en ce que dans la grande école du numérique, ils appellent très justement les couteaux suisses du digital. C'est-à-dire le gars qui est capable d'aller voir une TPE et de lui dire je te fais ton site internet, je te mets sur les réseaux sociaux, j'entretiens ça pour que ça ait de la gueule, etc. Voilà, il en manque 80 000. La grande école du numérique dit c'est ultra inclusif, justement. Tout le monde est capable d'être formé à ces métiers-là. Voilà, il faut que ça se fasse, mais... non, mais ça, c'est des sujets qu'on traite. Oui, c'est des sujets qu'on traite, mais c'est pas... on n'a pas vocation à être un creuset de... La grille a vocation à avoir quelle durée de vie? Est-ce qu'elle a un agenda ou est-ce qu'il n'y a pas de saison? Parce que souvent, on parle de saison dans l'audiovisuel avec des périodes... Déjà, on démarre là. Hein. Bien sûr. C'est quoi Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais quand même, la question est de se dire... We have to crawl before we walk and walk before we run. Voilà. Hein, on va essayer. La question... Pour l'instant, on rampe. Oh. Oui, mais c'est comme le commando marine, il rampe. On va se redresser. L'idée, c'est effectivement de se dire que c'est une matière vivante, cette grille, c'est-à-dire que vous allez la faire...
C'est une matière vivante déjà, et oui, elle a déjà bougé, mais Ah bah voilà, non, mais bah voilà, c'est le début de la réponse. Bah oui, mais Oui, oui. des ajustements. oui, voilà. Bien C'est sûr. normal. Ah, Pour mais l'instant, c'est c'est une pas, matière. Alors, si c'est une matière reproche. vivante, c'est un petit bébé fragile, voilà, Mhm. qui pleure beaucoup. Oui. donc voilà, on va stabiliser tout ça tranquillement. Enfin, là, ils sont magnifiques tous les Frais, deux. ah bah c'est... Ils bossent comme des. Franchement. Non, mais franchement, ils bossent comme des Le, dingues. le concept Hein même de grille, et j'ai peur que ce soit un petit peu dépassé. Oui. Alors, C'est-à-dire que non, parce dans que la là, on mesure a, où la bah non, consommation... bah non, chez Jean-Marc, parce que là, on voit bien qu'on a un bout de grille. Après Oui. que ces grilles se démembrent et soient Mais non, mais consommées le séparément. consommateur va Ah, bien dénombrer sûr, mais là, lui-même on la est dans grille. l'arrière-boutique. On Alors, parlait, c'est on parlait Et- vis et boulon. Et c'est là où c'est intéressant, c'est parce que c'est une vraie loi économique. L'annonceur est en retard sur la technologie. L'annonceur, lui, il veut, tu parles de la pub tout à l'heure, tu parlais de la pub tout à l'heure, il veut toujours du broadcast avec une grille, et toujours c'est ça passe à quelle heure. Voilà. Il va falloir un petit moment pour que Voilà, effectivement, Voilà. ces critères d'évaluation et de Absolument. miroir social évoluent. Mais aujourd'hui, il faut toujours du broadcast si vous voulez mettre de la pub. En tout cas, il faut se réjouir, un, de la création d'un média, deux, de son enthousiasme justement à concevoir une nouvelle offre éditoriale, et donc longue vie à Bismart, et effectivement, après, il faut le souhaiter, ce que j'évoquais pour sourire, l'embourgeoisement, c'est-à-dire effectivement que vous puissiez continuer à prospérer. C'est bon signe dans l'économie générale. Puisqu'on parlait de militantisme, c'est Schumpeter. Hein, donc Schumpeter, c'est l'entrepreneur, voilà, être inspiré qui ignore les conséquences de ses actes. Il y va, il chope une grappe d'innovation de rupture. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec la gratuité quasi totale de la diffusion télé. Et ensuite, Schumpeter s'est suicidé quand même. Hein. Il était assez pessimiste. Et donc ensuite, il s'embourgeoise. Ouais. Il met partout des barrières pour que les nouveaux entrants n'entrent pas. Il essaye de faire des croche-pieds. Voilà, donc c'est ce qu'on fera nous aussi. Belle perspective. Merci en tout cas pour cet échange. Merci.